Alors, vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de notre interview avec Olivier Amand. Je vous suggère, si vous arrivez ici et que vous n'avez pas encore écouté la partie 1, de commencer par justement cette partie 1 qui est dans l'épisode qui se situe juste avant dans le flux des épisodes. Ce sera à mon avis beaucoup plus simple. Vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une très très belle écoute pour la suite et belle intégration de ces échanges absolument extraordinaires. Oui, donc on comprend bien que du coup, donc la robustesse, c'est vraiment les interactions et les liens. Donc c'est la stratégie du vivant. Et en fait, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer surtout en quoi cette voie-là, la robustesse, c'est vraiment pas la voie du développement durable? Oui, alors le développement durable, on peut assez facilement le ringardiser. Alors déjà, il faut commencer par développement. Le développement, c'est un mot des années 60. C'était pour faire suite à la soi-disant décolonisation. Et donc le développement, c'est la suite de la colonisation avec d'autres moyens. Bon, on se rend compte que ce développement génère des externalités négatives dans les écosystèmes. Donc après, on appelle ça le développement durable. Donc ça veut dire qu'on veut continuer à coloniser, mais en étant soutenable pour les écosystèmes. Quand même un petit problème de départ. Et puis ensuite, quand on regarde les 17 objectifs du développement durable, c'est 17 silos. Donc, on va les mettre en compétition les uns avec les autres. Donc, on va mettre en compétition la pauvreté, l'accès à l'eau. C'est 17 objectifs, à peu près personne ne va être contre. C'est très vertueux. Mais ils sont en compétition les uns avec les autres. Donc, de toute façon, ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Bon, on recule sur les objectifs du développement durable. Et puis, il y a quand même la cerise sur le gâteau. C'est l'objectif 8 du développement durable, qui est un objectif de croissance économique. Alors, dans un monde en décroissance, d'avoir un objectif de croissance économique, évidemment que c'est très très mal pensé. Donc c'est là qu'en fait cet objectif 8 révèle le développement et donc la colonisation derrière. On est toujours dans une stratégie extractiviste de performance. On pense que le progrès, ça va être une courbe exponentielle vers toujours plus de bonheur, de confort et de croissance économique. Ce qui est complètement, c'est aberrant, quoi. En plus, 72, le rapport au Club de Rome, on sait qu'il y a une courbe en cloche. Donc, et la loi de la thermodynamique, un premier principe, c'est conservation d'énergie. On sait que ce n'est pas possible, la croissance économique. Donc, c'est quand même dingue d'avoir ça dans les objectifs du développement durable. Donc, du coup, en fait, là, en effet, la robustesse, c'est vraiment très différent. La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc, en fait, dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Et pour être robuste, il faut augmenter les marges de manœuvre, il faut mettre du jeu dans les rouages, et donc ça veut dire d'être moins performant. Et donc on ne peut pas être très performant et très robuste, ça c'est physiquement impossible. Pour être robuste, il faut baisser en performance, surtout à une époque où on allait tellement loin dans la performance. Alors il y a un mot qui vient souvent quand on a dépassé le développement durable, c'est la sobriété. On va réduire. Et donc là, on est bien d'accord sur l'idée que, dans un monde qui a dépassé les limites planétaires, évidemment qu'il va falloir être sobre. Ça, on va tous être d'accord sur l'objectif. Ma question, c'est est-ce que c'est une bonne stratégie ? Quand on commence par la sobriété, est-ce que nécessairement on génère de la sobriété ? Parce que là, pardon, je te coupe, mais c'est ce qu'on nous demande, c'est qu'en gros, c'est un peu la punition. Tu vois, c'est en fait, voilà. Maintenant, il va falloir arrêter de faire ci, arrêter de faire ça, machin. Donc, voilà. C'est ce qu'on dit beaucoup aux jeunes. Les jeunes, on leur dit, alors vous allez voir, le 21e siècle, ça va être bien pourri, il y aura des tempêtes, des méga feux, des méga inondations, mais il faut faire des efforts. Alors là, ils démissionnent, ils désertent, et on ne peut pas leur en vouloir. C'est quand même assez incroyable. Donc du coup, sur la sobriété, moi, il me semble que c'est là où il y a un enjeu, de bien le mettre au bon endroit. Donc on est tout à fait d'accord que c'est un très bon objectif, la sobriété. Enfin, c'est même imparable. Il va falloir réduire, parce qu'on a dépassé les limites. Donc on réduit, ok, sobriété. Mais c'est une très mauvaise idée d'en faire une stratégie. C'est-à-dire que si on commence par la sobriété, on va faire des objets plus sobres, plus légers, qui consomment moins de ressources et donc qui deviennent jetables parce qu'ils sont plus fragiles. Donc ils ont une forme de performance parce qu'ils sont efficaces, efficients. Ils atteignent leur objectif avec moins de moyens. Ouais, ça me fait penser aussi à... Je crois que c'était une de mes grand-mères qui disait acheter bon marché, cher me coûte. Tu vois, voilà, exactement. C'est un peu dans cette idée. Exactement ça. En fait, la sobriété, il faut se placer dans les conditions dans lesquelles on génère la sobriété. Alors, c'est là où c'est de la systémique, vraiment. C'est qu'en fait, on va commencer par faire des objets qui vont générer de la sobriété. Mais les objets eux-mêmes, quand on les fabrique, ne sont pas nécessairement sobres. Ils peuvent être plus gros, ils peuvent être plus lourds. S'ils sont réparables, il y a plus de matière. Il y a plus de matière. Donc, ils ne sont pas sobres à la construction, mais ils vont générer de la sobriété. Ouais. Donc, en fait, c'est là où, imaginons un peu scénario genre 2040,
quelles ont été les décisions qu'a pris par exemple un éditeur de mobilier ou tu vois, je sais pas, un gérant d'hôtel qui construit son hôtel aujourd'hui, en 2025, pour être pour avoir passé la tempête en 2040, tu vois, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Alors, il y a plein de choses à imaginer, hein. La première chose, c'est évidemment un lien au territoire. Donc la symbiose, la symbiose territoriale, c'est-à-dire qu'il ne va pas trouver ses solutions dans la datasphère, hein. C'est pas non plus dans l'IA, c'est pas non plus dans la coopération numérique. C'est vraiment, enfin, il y a en partie, hein, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans, mais c'est tout à fait secondaire. C'est surtout dans sa coopération territoriale, hein. N'importe quelle organisation ne sera robuste que si elle a développé des liens à son territoire. Et donc, un hôtel, une maison, un architecte, enfin un projet, doit être ancré dans son territoire. Donc, ça veut dire que les matériaux du coin, parce que ça veut dire qu'il y aura un lien au territoire, il y aura le fournisseur qui sera là, il y aura la personne qui sera capable de réparer ces matériaux-là. On sera même capable de dire dans l'histoire de l'hôtel que ces matériaux, en fait, font partie vraiment du territoire. C'est pas des choses qu'on a importées de je sais pas où. Alors, sous couvert d'exotisme, en fait, c'est plutôt sous couvert d'être flashy, mais flashy dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vraiment ringard, quoi. Ça va rapidement devenir très ringard. Donc, beaucoup plus du local, mais aussi des objets qui ne sont pas juste là pour être fonctionnels. C'est des objets culturels. C'est-à-dire que c'est des objets qui racontent des histoires. Donc un parquet doit nous raconter une histoire, une cheminée doit nous raconter une histoire, une table doit nous raconter une histoire. Et donc en fait, moi je rêverais d'hôtels où quand on passe une nuit à l'hôtel, en fait, on fait vraiment une expérience. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans un hôtel une chambre d'hôtel qui se ressemble comme toutes les autres chambres d'hôtel. On va dans cette chambre d'hôtel et en fait, on fait un passage dans le monde d'après. Mais ça, on pourrait très bien l'imaginer dès maintenant. Ouais. On pourrait faire des chambres d'hôtel où on se dit, bah oui, le monde low-tech, par exemple, c'est, je sais pas moi, c'est des armoires avec des systèmes de poulies où ça s'ouvre, ça se ferme, il n'y a pas besoin d'électronique. Il y a plein de choses, des robinets, par exemple, où il n'y a pas d'électronique. Parce que maintenant, c'est dingue, on en est là. Il faut enlever l'électronique de la plomberie. Tout ça, ça peut être mécanisable. Donc ça, c'est vraiment du tout simple. Hein. C'est du robuste tout simple. Et ça veut dire que, par exemple, quand il y a une coupure électrique comme en Espagne et au Portugal, on a toujours accès à l'eau, on est toujours capable de fermer ses portes, on est toujours capable d'ouvrir ses portes, ses placards, etc. Donc c'est quand même, ça c'est des questions de base, hein, de robustesse. Bah ça, c'est pas une reculade sur le progrès, c'est une avancée. Parce qu'on va aller dans un monde de plus en plus fluctuant, donc on va mobiliser alors des anciens savoirs, mais des nouveaux savoirs. Et donc notamment sur les matériaux, sur les matières, il y a plein de choses qui sont disponibles, plein de choses à inventer. Et là, il faut s'en emparer. C'est le moment ou jamais, parce qu'on va raconter une histoire, et c'est même, j'ai envie de dire, un levier marketing. C'est que si enfin... En fait, c'est souvent ce qu'on dit dans le milieu écolo. Hein. On dit souvent, la publicité et le marketing, il faut les dégager, parce que c'est ceux qui nous poussent à consommer, donc il faut les virer. Moi, je pense exactement le contraire. La publicité, le marketing... la communication, c'est souvent des personnes qui sont des experts de la viralité. Et justement, on est dans un moment de basculement culturel. Donc, on va avoir besoin de ces personnes-là. Mais par contre, évidemment, qu'il va falloir changer le compas, c'est le monde fluctuant d'abord. Dans un monde fluctuant, on fait la robustesse, il faut baisser en performance pour être plus robuste. Et du coup, quelles sont la galaxie de solutions qu'on peut trouver? Et il y en a vraiment énormément et qui sont là tout de suite, hein, donc on peut les mobiliser. Mais je vois tes paroles parce que vraiment, je suis tellement alignée avec ça. Et je me dis que le récit, en fait, on a perdu aussi un petit peu la force de ce récit. Et pour en revenir justement un peu au beau et à pourquoi aujourd'hui je trouve que quand même le beau est perverti, tu vois, c'est que on a ringardisé des esthétiques robustes en fait, en disant le low-tech c'est pas sexy, l'écolo c'est moche, enfin tu vois tous ces trucs. Mais en plus, je sais pas trop d'où c'est sorti, mais ça a colonisé nos esprits. Et donc c'est vrai que quand on est aujourd'hui un architecte d'intérieur, un designer, etc., et qu'on a une patte esthétique, et ben en fait on est super flippé de changer ou en tout cas d'ouvrir notre matériothèque, de nous dire on va sur un tout petit truc changer 10% de notre prescription, puis demain 15 et puis après voilà, parce qu'en fait on a l'impression que c'est ad vitam aeternam condamné pour être complètement pas désirable quoi. Oui, il me semble qu'il y a un sujet sur le lien entre beauté et sécurité. Hein.
c'est que quand en fait le choix de faire des objets très standardisés, c'était aussi la norme, hein, le règlement qui a poussé à prendre certaines normes. Alors certainement qu'il y avait des besoins, hein, enfin qu'il y avait certainement des choses qui étaient un peu risquées, faire des balcons qui tombent, enfin évidemment qu'il y a besoin de normes, ouais. Donc ça c'est normal. Donc là il y a une partie, mais ça allait trop loin, toujours pareil, c'est la performance de la norme, hein, donc c'est la performance administrative dans ce cas-là. Et là, en fait la norme a un peu stérilisé la créativité, hein, quelque part. Donc il y aurait, en fait, on peut réinvestir le mot sécurité. Actuellement, la sécurité, elle est complètement phagocytée par le monde de l'extrême droite, hein, pour le dire rapidement, et c'est en train de déteindre à droite, au centre. Enfin, c'est incroyable, hein. C'est un mot qui est prescrit par une radicalité de droite, un extrémisme de droite, et qui est en train de teinter tout l'échiquier politique. Alors que la sécurité, moi j'invite vraiment tout le monde à se réinvestir dans le mot sécurité pour dire c'est quoi la sécurité. La sécurité, c'est d'abord la viabilité du territoire. C'est ça, hein, qui fait qu'on est en sécurité, hein. Est-ce que c'est viable dans mon territoire? Comment je fais pour que mon territoire soit viable? Eh ben, c'est très simple, il faut qu'il soit robuste. Par définition, qu'il soit capable de résister aux fluctuations. Comment je fais pour qu'il soit robuste? Eh ben, c'est avec du lien social, c'est le tissu social, hein, la première sécurité, hein. C'est pas la caméra augmentée, hein, qui va nous faire de la sécurité, hein. C'est le lien social. Et c'est le lien au territoire, le fait d'avoir des ressources locales, hein, d'avoir des savoir-faire locaux. Enfin, donc c'est tout ça. Eh ben, la sécurité, c'est le contraire de ce que nous propose le monde de l'extrême droite, où c'est de la canalisation extrêmement fragile dans un monde fluctuant. Enfin, tout à l'heure, quand je disais que la performance appelle la violence, c'est exactement ça, hein. C'est qu'en fait, quand on est dans le monde de la performance, on est dans une culture de la violence qui appelle le dictateur protecteur, qui est dit, bah oui, comme c'est violent, il nous faut un dictateur. Et donc on est exactement là-dedans, hein. Et donc ça, c'est très insécure. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans ce monde de violence, qui est alimenté par un dictateur qui n'est là que parce que le monde est violent, ça devient très toxique. Alors au contraire, quand on se réapproprie la sécurité, et ben là, il faut que ce soit pluriel. Et le beau peut tout à fait s'aligner avec le concept de sécurité parce qu'il est au service de la diversité. Et en parlant de diversité, là, et pour reboucler avec l'innovation, parce que je trouve que le mot risque fait écho aussi avec le mot sécurité, tu vois. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, notamment nous, avec tout ce qu'on fait avec l'association et Amour Vivant, etc., c'est que, en fait, c'est très très compliqué de se faire assurer parce que les tests aussi qui sont proposés mesurent des choses dont on n'a plus besoin. Enfin, en fait, tu vois, tout a un peu pas de sens. Et donc, ce qui est un énorme frein aujourd'hui, c'est l'assurabilité de tout ça. Comment est-ce que la robustesse voit et perçoit un peu ces sujets? Alors, c'est dans le monde de l'assurance, en effet, il y a un sacré sujet parce que on voit, hein, des assureurs qui sortent, hein, qui n'arrivent plus à assurer certains biens, certains bâtiments. Un monde pas robuste, c'est un monde inassurable. Ah, c'est inassurable, hein, voilà. Enfin, en fait, un monde à plus 3 ou plus 4 degrés, c'est inassurable, hein, il n'y aura plus d'assurance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans le monde de la finance, hein, c'est assez intéressant. Le monde de la finance, qui est souvent, on voit comme un milieu qui n'est pas du tout aligné avec le monde qui vient, c'est assez intéressant parce que le monde de la finance, ça devient de plus en plus un monde d'assureurs. Parce qu'en fait, pour leurs investissements, il faut quand même qu'il y ait un minimum de robustesse. Alors, investir pour des trucs pour 1 an, pour 6 mois, voilà, ça marche encore, mais là, ils se rendent compte que même pour 1 an, c'est compliqué de savoir si ça va tenir 1 an. Donc, ils ont un minimum de robustesse à garantir. Donc, ils deviennent de plus en plus des assureurs. Et donc, ça, c'est aussi intéressant de voir ce basculement. Et donc, en effet, alors l'assurance, en fait, dans le monde de la robustesse, ça veut dire qu'on l'élargit. L'assurance dans un monde de performance, c'est un monde très canalisé où l'assurance est individuelle pour un objet avec un propriétaire. Et évidemment que c'est hyper fragile, ça. Donc si on veut faire de l'assurance au sens noble du terme, hein, c'est vraiment de la mutualisation. Et en fait, quand on réfléchit bien, le principe de l'assurance, c'est la mutualisation. Donc il faut voir plus large. Sauf que en fait, voilà, c'est toujours pareil, hein. Pour des sujets de performance, on a plutôt siloté l'assurance. Et donc évidemment que c'est plus fragile. Alors dans un monde de plus en plus fluctuant, c'est encore plus fragile. Donc on peut très bien imaginer des systèmes d'assurance qui sont pluriels. C'est-à-dire que c'est plus l'assureur qui va prendre en charge l'assurance, il faut plutôt que le territoire ait mis en place, alors c'est l'État, c'est les citoyens, c'est les entreprises, leur propre robustesse dans l'assurance, hein, mais c'est une autre culture. Quand on fait de l'agroécologie, on fait de l'assurance. Parce que là, en fait, on est en train de faire des aliments. On prépare le terrain, on fait de la santé préventive. On a moins besoin d'hôpitaux quand on mange bien. C'est ça, hein. Ça c'est de la sécurité, c'est de l'assurance. Et c'est prendre le problème
à la racine. Et donc c'est de la pensée systémique, hein, c'est toujours pareil, laisser émerger la robustesse, créer les conditions dans lesquelles on n'a plus besoin d'assurance. J'aurais presque envie de dire ça. C'est qu'en fait on est tellement robuste dans le territoire que le niveau d'assurance ajouté est très minime. Si on a tant besoin d'assureurs actuellement, c'est parce qu'en fait on a tellement tout fragilisé que tout craque tout le temps. Enfin, c'est les bâtiments sur les argiles qui gonflent et qui dégonflent, voilà, etc. Quoi, c'est tout ça. Ouais, et puis, en fait, nous, pour avoir un peu échangé aussi avec certains assureurs et assureurs en off et tout ça, et pour après, voilà, avoir fait un peu dériver des conversations, on est arrivé finalement aussi à ce rapport à la mort, parce qu'en fait, tu vois, c'est aussi ça à la fin. On a anéanti le risque de notre vie, tu vois. Et donc on vit une vie qui est hyper fade parce que justement il y a cette peur qui est mais on le voit même tu vois, on discutait aussi, je crois que c'était Nathalie Crassé là dans un précédent épisode qui me disait que Nathalie Crassé, c'est une designer française, tu vois, qui avait travaillé pour des aires de jeux pour des enfants. Et donc en fait il y avait tout un truc où en gros les jeux tu pouvais absolument pas te casser la figure, mais donc du coup le jeu était pas intéressant à la fin parce que du coup il y avait pas mais parce que en fait voilà les parents stressés, parce que tu vois tout, et donc du coup on amoindrit, on est en moins quoi. Oui, on peut le dire en un mot, hein, c'est que quand on est invulnérable, on est mort. Voilà. La vie, c'est la vulnérabilité. On est vulnérable 100% du temps. Tout le temps. Et donc ça, faut juste l'accepter. C'est la vie. Hein. Enfin, c'est même l'accueillir, j'ai envie de dire. C'est ça qui fait qu'on est vivant, hein, finalement. Et donc, vouloir être invulnérable, c'est vouloir mourir. Et donc, l'exemple peut-être le plus criant, hein, c'est le projet qui est au Honduras, là, de Prospera, là, une ville d'ultra riches, hein, c'est une zone franche. Hein. Ils ont acheté des terres pour faire c'est du transhumanisme, où il y a des projets de cryogénisation des ultra riches pour qu'ils soient congelés pendant des siècles, et puis le jour où ça va mieux, on les décongèle, et comme ça ils vont pouvoir vivre encore plus longtemps. Donc ça, c'est quand même, quand on en est là, c'est que vraiment, on veut mourir plus vite. Hein. C'est quand même assez dingue, hein, que ça existe. Hein. On n'a pas d'élan vital en fait. Non. De connexion avec la beauté de la vie sur Terre, parce que bon, quand même, la NASA cherche encore, mais on n'a rien trouvé de très très proche qui ressemble à un truc aussi beau que chez nous, tu vois. Il y a le fameux paradoxe de Fermi, hein, qui dit que voilà, comment ça se fait qu'on n'ait encore jamais rencontré d'autres êtres vivants, d'autres êtres vivants sur d'autres planètes, hein, des Martiens, quoi. Pourquoi les Martiens sont jamais venus chez nous? Alors il y a plein d'hypothèses évidemment. L'univers est trop grand, c'est vraiment tellement immense que la probabilité qu'il y ait les autres conditions sont vraiment très très rares. Mais j'aime bien une autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que les seuls martiens, qui sont donc très lointains, vivants, et qui sont encore vivants aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont écolos. Et donc ils n'ont pas essayé de partir de leur planète. Ils sont vivants sur leur planète, en circularité, et donc ils ont compris que s'ils voulaient aller ailleurs, c'était leur perte. D'ailleurs, quand on dit qu'on va aller sur Mars, nous, les humains, je veux quand même rappeler que la dernière fois qu'on a fait de la terraformation, donc transformer une planète morte en une planète vivante, hein, c'est la Terre, ça a mis des centaines de millions d'années à arriver. Donc c'est un mammifère, hein, sur Terre, ça dure 1 million d'années. Donc les humains, là, on n'est pas du tout dans la bonne gamme. Ouais. Et pour en reboucler avec ce sujet de vulnérabilité, tu vois, je pense que peut-être que pour nous, les femmes, c'est plus simple, parce qu'en fait, on est peut-être un peu plus proche de nos émotions. On a aussi cette culture d'être accueilli peut-être dans nos émotions différemment, etc. Et comme beaucoup de décisions sont parfois prises par des personnes où la performance n'a pas valorisé justement le fait de montrer ce qu'on aimait, mais aussi ce qu'on n'aimait pas, la vulnérabilité, les trucs machin. En fait, on ne sait pas comment faire aussi. Peut-être qu'il y a ce système un peu silencieux qui fait que on se pose même pas cette question, et beaucoup de personnes dans des postes de décision et d'influence sont coupées de ça. Oui, alors ça c'est l'exemple typique de la culture de la performance, qui est une culture viriliste, masculiniste. Quand on est patriarcal, quoi, voilà. On a voulu enfermer l'homme dans cette performance, hein, finalement. L'homme doit être performant, et du coup c'est devenu le modèle. Et même maintenant, quand on forme des managers femmes, on leur apprend à devenir des hommes. On leur demande d'être performantes. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, parce que c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. C'est qu'il va plutôt falloir apprendre à se démasculiniser, j'ai envie de dire. C'est que c'est important d'être performant de temps en temps. Le pompier qui va au feu, on est bien content qu'il soit performant, hein, pendant les 20 minutes qu'il est au feu. Mais on espère surtout que les 23h40 minutes qui lui restent de sa journée, il ne sera pas performant.
qui sera robuste, qui va dormir, qui va se reposer, parce que sinon au feu il va se cramer. Il faut qu'il se repose. Cet équilibre-là, il est essentiel. Et donc là, on est dans un moment, la critique, le mouvement MeToo, tous ces mouvements-là, le mouvement féministe, enfin les mouvements féministes, vont tout à fait dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se rendre compte que notre culture de la performance, c'est vraiment une culture toxique. Toxique pour la planète, toxique pour les femmes, pour les plus défavorisés, pour les pays du Sud. C'est vraiment un mouvement décolonial complet, quoi. Et donc, enfin, on va se reconnecter à notre hybridité, finalement. Enfin, on a tous une part de performance, on a tous une part, tous et toutes une part de robustesse. Et donc, c'est ça, en fait. Hein, c'est notre... Et donc, la philosophe Gabrielle Alpern en parle très bien. Elle parle beaucoup d'hybridation. Et elle voit, en fait, dans le monde social, plein d'exemples où l'hybridation est là. Mais c'est des organisations, hein. Par exemple, une maison de retraite qui devient aussi une école maternelle. Mais c'est le aussi qui est important. C'est pas des silos séparés, on mélange. Et c'est beaucoup plus riche. C'est un EHPAD qui est aussi une brasserie ouverte, hein, sur l'extérieur. C'est fertile pour les deux parties, hein, évidemment. Donc, voilà, c'est plus joyeux, toujours pareil. Ouais, bien sûr. Et pour reboucler là, ce que tu disais par rapport aux hommes et à la vulnérabilité, tu vois, moi, les hommes vraiment dont j'ai le plus admiré en fait leur accueil de l'émergence, tu vois, de leur vulnérabilité, ce sont en fait ce que moi j'appelle un peu des vrais esthètes. Tu vois, c'est vraiment des gens, et encore là, il n'y a pas longtemps, pour celles et ceux qui voudraient avoir un petit aperçu, mais je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait avec Maurice Sauzet, qui est un architecte, donc aujourd'hui qui a 98 ans. Et en fait, il a un parcours incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que il a fait le collège Sévenol, qui était robuste dans le sens où il n'y avait pas de compétition, tu vois, donc il pouvait pas tricher. Enfin, tu vois, donc en fait, tous ces trucs sont assez jeunes, ont été un peu brisés en lui. Et puis ensuite, il est parti au Japon. La vie l'a amené au Japon pendant 2 ans. Et puis là, il a découvert les temples. Et en fait, la manière dont on fait un parcours dans un temple et l'émotion qu'on a. Et donc lui, il a une émotion incroyable à ce moment-là, qui a fait qu'il s'est dit, mais en fait, tout ce que j'ai appris dans mes études d'architecture ne me permettent pas de créer ça, en fait. Donc, ça veut dire que j'ai appris un truc qui sert à rien, parce qu'en fait, c'est ça, moi, que je veux vivre et que je veux faire vivre aux gens pour qui je fabrique des maisons ou des habitats. Et donc, du coup, on parlait de ça, et donc, il me disait, quand je suis arrivée dans ce temple, en fait, j'ai pleuré, tu vois, et ce truc. Et donc, on avait tiré un peu le fil de cette vulnérabilité-là qui avait, en fait, été sa grande force, parce que du coup, cheville au corps, il avait gardé cette émotion très, très, très forte qu'il avait traversée, parce qu'il avait pu l'accueillir, tu vois, aussi, et qui s'était dit, c'est merveilleux, donc du coup, on va aller là-dedans, et il a créé un petit peu un mouvement qui s'appelle l'architecture naturelle. Donc, il nous propose d'avoir des prises dans les bâtiments, etc., pour qu'on se sente aussi présent au monde quand on traverse des lieux. Donc il me disait oui, mais tu vois, c'est compliqué parce que c'est pas comme voilà, d'autres courants d'architecture où il y a des principes, on applique les principes et ça se décline comme ça infuse dans la société parce qu'on le voilà, dans les écoles c'est facile à l'exprimer, à le former de ça. Là il me dit en fait c'est que la seule formation c'est nourrir ta sensibilité. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas devenir un bon architecte. Et donc, il dit, ça, il n'y a pas de formation, en fait. C'est ouvrir ta vulnérabilité, etc. Et je trouve que moi, en tout cas, pour avoir été dans une maison qui a été réalisée par... Donc c'est sa maison. En fait, on est dans un tout autre langage de l'architecture et donc il se passe vraiment autre chose. Et ça, je me dis que c'est comme s'il y avait, en fait, un beau en réserve. Tu vois, un beau qui est aujourd'hui inexistant, impensé, qu'on ne sait même pas que c'est possible que ça existe. Et qu'on vive aussi bien avec, et que ce soit aussi désirable aussi, et qu'on se prive parce que voilà, on passe trop de temps aussi à répondre aux mauvaises questions, tu vois. Et ça, je me dis vraiment, Mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'architecture parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu un parallèle avec ce qu'on voit dans le monde de la santé où on a un peu enfermé la santé dans une forme de santé curative, compétitive, performante. Et aujourd'hui, on voit monter les méthodes alternatives, hein, alors complémentaires, voilà, mais qui sont en fait, je vais plutôt dire complémentaires. Hein, c'est pas l'un à la place de l'autre, hein, c'est vraiment en plus. Mais de plein de choses. Enfin, ça peut être du yoga, ça peut être voilà, des médecines traditionnelles, des chamans aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont disponibles pour sortir des drogues, hein, des méthodes chamaniques qui sont absolument incroyables. Hein. Mais ça, c'est pas du tout. C'est très peu
peu rationalisé. On ne sait pas très bien comment ça marche, voilà, mais dans certains cas, ça marche très bien. Et toute cette diversité-là qui commence à émerger, et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose dans l'école d'architecture, c'est que on se rend compte que finalement on a voulu nous enfermer dans un code d'optimisation, je sais pas, l'urbanisme optimisé, etc. C'est incroyable. Et là on se rend compte, typiquement dans le monde futur, Covid, d'un seul coup il faut que les villes, les trottoirs deviennent des salles d'attente, que les places deviennent des salles de vaccination. Il faut bien avoir un peu de marge de manœuvre, et donc il faut bien que ces villes ne soient pas optimisées. Il faut qu'il y ait de l'espace, qu'on puisse faire d'autres choses. Et si, en fait, je vais le dire avec les mots d'Hartmut Rosa, c'est quand dans un monde en accélération, la réponse au monde en accélération, c'est la résonance. Il faut entrer en vibration avec son monde, avec son territoire. Entrer en résonance, ça veut dire qu'il faut laisser du jeu. Il faut que ça vibre, il faut qu'il y ait du jeu pour que ça vibre. S'il n'y a plus de jeu, si c'est vraiment optimisé au sens tout est collé, il n'y a plus de résonance, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sensibilité. Et en effet, c'est des objets froids, morts. Pour que ce soit vivant, il faut que ça bouge. Donc il faut qu'il y ait du jeu dans les rouages, il faut que ça résonne. Et donc ça veut dire aussi qu'un monde sous plastique ne peut pas bouger. Exactement, c'est la momie, quoi. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, nous, on a quand même tiré le dossier, on va dire, de l'empreinte plastique pas mal, parce que, en fait, aujourd'hui, l'empreinte plastique dans nos intérieurs est partout, mais de manière invisible, c'est pas le plastique, c'est en fait les cols, les liants, aussi des traitements anti-taches, anti-feu, énorme. Et donc, en fait, on se retrouve à plus pouvoir être en lien et en vibration, en résonance avec notre environnement direct, qui est notre habitat, parce qu'en fait, il est figé. Parce que du coup, à notre insu, parce que aujourd'hui, tu vois, il y a parfois tu vois des pulls, t'as l'impression que c'est de la laine, mais en fait c'est du plastique. T'as l'impression que c'est du bois, mais en fait c'est un parquet, mais en fait c'est du plastique. Enfin, on est tellement allé très très fort et très très loin dans la beauté de choses qui ne sont pas vivantes. Enfin, vraiment que c'est... Oui, c'est le monde de Walt Disney. C'est quand des fois on fait des rénovations de bâtiments, c'est tellement propre que en fait on a perdu toute l'histoire. Il y a eu des grosses critiques sur la rénovation de Notre-Dame de Paris, notamment. Donc toutes les traces qu'il y avait au plafond, ça révélait toute une histoire. Finalement, tout ça, c'était ripolliné. Ça a été très très bien peint, mais sauf que ça a caché toute une histoire qu'il y avait derrière. Et c'est aussi dommage, ça. Et alors, j'aimerais bien qu'on termine peut-être sur... Parce que tu disais que la robustesse répond à une pulsion humaine très forte, celle de durer et transmettre. Je voudrais bien t'entendre un peu là-dessus. Oui, alors c'est ça aussi qui fait que c'est presque une tactique. En fait, quand on... Si on parle si je vais revenir sur mon histoire de sobriété, la sobriété, ça va pas embarquer grand monde parce que la nécessité de réduire, c'est pas une pulsion humaine profonde. Enfin, il y a certaines personnes qui vont répondre, mais c'est souvent issu d'un parcours parce que ces personnes ont fait un burn-out ou je sais pas quoi. Donc elles vont peut-être aller vers la sobriété comme ça volontairement. Mais c'est pas général. La robustesse, c'est vraiment être stable et viable dans un monde fluctuant. Donc c'est comme ça qu'on peut durer dans un monde fluctuant et donc transmettre. Donc typiquement, un objet réparable, il dure et on peut le transmettre aux générations futures. Et ça, c'est robuste. Et ça, c'est une pulsion humaine profonde. En fait, tout le monde répond à ça. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, tout le monde répond à ça, parce que c'est tout simplement une recette de viabilité dans son territoire. Et donc c'est un levier énorme pour répondre aux enjeux du siècle. Si le monde devient fluctuant, cette robustesse, c'est non seulement pragmatique dans un monde fluctuant, mais c'est aussi une méthode. C'est le premier critère de tri, parce que ça va embarquer tout le monde, parce que tout le monde répond à ça. Et en plus, c'est très pluriel, c'est très joyeux et c'est très engageant. Et en plus, on va, sans s'en rendre compte, générer de la sobriété. Et tu vois, moi, un peu à la marge de ça, ce que j'identifie, c'est un petit peu ces esthètes purs. Et pour moi, les purs esthètes voient un petit peu les fluctuations aujourd'hui, alors que d'autres les voient pas, ou les voient peut-être, ou sont aveugles, ou alors les verront quand vraiment il y aura le truc énorme au milieu de la figure. Et donc j'ai la sensation que ils sont un peu moins abîmés et qui sont encore un peu intacts dans cette reliance. Aussi parce que je pense que les esthètes vraiment très très purs qui n'ont pas été embarqués par tout ce système aujourd'hui, c'est profondément des personnes qui sont amoureuses de ce beau des origines, tu vois, donc du vivant, de la nature, etc. Et donc ils ont préservé, ils ont été un peu imperméables
aux tendances, aux modes. Et donc, aujourd'hui, frappé par cette conscience écologique, parce que je pense que voilà, les infos sont là. Enfin, aujourd'hui, ça circule quand même énormément. Enfin, vraiment, faudrait être au fin fond de je sais pas où pour savoir qu'on a un problème. Et donc, c'est comme si, tu vois, ils étaient un peu enfin, pour moi, en tout cas, dans ces mouvements esthétiques, le début de cette spirale qui est en train d'être créée. Parce que je pense que, enfin, déjà, tu vois, les esthètes ont toujours inspiré aussi, parce qu'ils ont été à l'avant-garde de beaucoup de choses, parce qu'ils osent, voilà, aller dans des... Enfin, comme ils sont sûrs, en plus de leur goût, et que vraiment, ils ont aucun problème pour eux de raconter, enfin, ils sont pas là-dedans. Et je pense qu'ils vont être un exemple aussi, parce que certaines personnes fonctionnent par quand tu as quelqu'un qui a déjà fait quelque chose avant toi, tu vois, c'est plus facile pour toi d'y accéder, donc tu as toujours des gens qui vont ouvrir un peu cette voie-là. Et elle avec la compréhension du vivant, etc. Et à la fois émotionnelle, parce que du coup, ils vont nous permettre d'être beaucoup plus au contact de choses qui vont vibrer, justement, comme tu disais. Ouais. Ouais, en fait, moi, ça me fait penser enfin, une image, hein, c'est le kintsugi que j'utilise parfois. Le kintsugi, donc cette céramique qu'on recolle avec un fil d'or. Là. C'est une façon de dire que ce qui fait la beauté du kintsugi, c'est son imperfection. Et donc là, il y a une vibration, il y a une résonance, parce que justement, on n'a pas masqué l'histoire, on l'a amplifiée. Et j'ai envie de dire qu'avec les esthètes, certainement qu'ils ont cette capacité à avoir une faille qui n'est pas colmatée, c'est que c'est une faille qui est travaillée. Et dans le monde qui vient, alors ça tombe bien, parce que vu que ça va fluctuer, il y aura de plus en plus de failles, il va falloir mettre des pieds de biche dans les failles et les ouvrir. Parce que c'est là qu'il va y avoir, on va laisser passer la lumière avec toutes ces failles. Et enfin, on va sortir d'un monde très standardisé qui nous prescrivait une vision du bonheur qui est finalement une vision machinique du bonheur. Donc, et de la beauté avec. Et est-ce que ces marges, elles sont puissantes pour toi? Quelle est la lecture des marges? Alors les marges sont très puissantes, surtout dans un monde qui fluctue de plus en plus. C'est qu'elles sont de plus en plus pertinentes. En fait, les marges, donc tous ces entrepreneurs, tous ces artistes, toutes ces organisations, toutes ces associations qui sont en train de créer des nouveaux matériaux, des nouveaux modèles sociaux, des nouveaux types d'agriculture, tout ça, donc ils sont aux marges. Mais ils sont déjà dans les fluctuations en fait, hein, et donc c'est pour ça qu'ils sont aux marges, parce qu'ils sont pas dans le cœur, hein, donc ils sont aux marges dans les fluctuations, et ils sont déjà en train d'inventer le modèle robuste, enfin des modèles robustes, et ils sont en train de contaminer le cœur. À chaque fois que ça fluctue, ils avancent. C'est un peu comme nous pendant le Covid, là quand on s'est arrêté et que les chevreuils sont rentrés en ville. Bah c'est ça, c'est un peu comme la biodiversité, ça ne s'arrête pas. Ça c'est puissant, on ne peut pas l'arrêter. Et le monde fluctuant va faire que ça va contaminer de plus en plus. Hein. C'est la phrase de Jean-Luc Godard, c'est la marge qui tient la page. Et ben on est exactement dans ce moment-là. Et puis tu parlais aussi parfois quand tu expliquais ça des oiseaux. Oui, des oiseaux, des nuées d'oiseaux. Et voilà, c'est un exemple toujours pareil. Hein, pour habiter le monde, il faut regarder le monde. Et quand on regarde le monde, on voit des nuées d'oiseaux en effet qui basculent tout le temps, qui n'arrêtent pas de basculer. Et pour basculer, donc à droite, à gauche, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que ce sont eux qui sont les premiers exposés aux fluctuations du monde. Donc c'est eux qui se synchronisent et qui vont contaminer le cœur. Jusqu'à ce que le cœur soit le dernier à toujours regarder ses oiseaux voisins, et à un moment, hop, il va basculer avec le reste. Et donc c'est vraiment toujours par la marge que ça contamine le cœur. Donc ça c'est vrai pour des oiseaux, c'est vrai pour des bancs de poissons et pour plein de systèmes comme ça. Et donc on est dans ce moment-là. Et alors ce qui est un petit peu malheureux, c'est que dans les médias, dans les discussions, on va surtout parler du cœur du système parce qu'il est toujours au pouvoir, mais il n'est pas puissant. Hein. Le pouvoir rend impuissant. Hein. Les deux s'opposent en fait. Quand on est dans le pouvoir, en fait on a tout, on a l'argent, l'influence, donc on est au cœur du système, mais sans se rendre compte, en fait, on est aveugle à ce qui se passe aux marges, parce qu'on ne les voit pas, en fait. On est protégé des fluctuations, parce qu'on est dans le pouvoir. Et quand ça commence à contaminer, il y a un moment où on devient le ringard de service. En fait, le cœur devient une marge ringarde, et elle est obligée de basculer avec le reste. Mais en fait, c'est là où moi je crois vraiment à cette histoire, en tout cas, de marge positive par le biais de ces esthètes-là. Parce que, en fait, comme tu dis, il y a quelque chose tu reviens pas en arrière, en fait, quand tu goûtes à ça, parce que c'est tellement, enfin, en tout cas, le monde, là, moi, que je vois, qu'on est très, très nombreux à voir, etc., surgir ce beau de réserve, là, dont je parlais, c'est le début, en fait, d'une terra incognita absolument flamboyante et sublime,
dans lesquels en fait on va vraiment se reconnecter avec notre nature profonde de créateur, je pense. Exactement, les créateurs, les esthètes vont mettre du jeu dans les rouages, hein, quelque part. Ils vont ajouter du jeu. Et alors, dans un monde qui fluctue, en fait, on va forcément avancer. En fait, presque le rôle des artistes, hein, c'est de créer du flottement, de créer du trouble, de créer des moments d'arrêt, de sidération, où en fait on arrête d'être sur l'autoroute, on sort, hein, ou en tout cas c'est comme ça qu'on sort d'une secte, voilà, d'ailleurs. exactement. C'est le début de la déprime sectaire. Il faut créer des moments de flottement. Et ben c'est exactement ça peut être leur rôle en tout cas. Ouais, on adore. Donc est-ce qu'on pourrait dire que le beau robuste, ce serait notre contrat du XXIe siècle? Ah oui, ça me plaît bien, ouais. Je suis d'accord. On valide. J'espère que vous aussi, qui nous écoutez. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un message, tu vois, pour les jeunes designers, ou en tout cas ceux qui sortent de l'école, qui voient un peu tout ce qui se passe, qui voient aussi les grands noms aujourd'hui de l'architecture, du design, qui sont face à tous ces défis? Ouais, peut-être. Alors, une source d'inspiration, moi j'aime bien dire le jazz. C'est que quand on fait de l'improvisation jazz, ça veut dire qu'on va se construire sur les erreurs. C'est qu'en fait, il va y avoir des moments où ça déraille, mais ça donne des idées. Et du coup, l'improvisation, on ne sait pas très bien où elle va, mais on y va. Et à force de pratiquer ça, en fait, après, on ne peut plus vraiment faire de la musique classique en suivant à la lettre une partition. Alors après, dans la musique classique, c'est pareil, hein, on peut aussi dérailler parce que les marges d'interprétation sont aussi énormes. Mais s'autoriser, s'émanciper finalement du texte, hein, et de se dire en fait on va construire sur le jeu qu'on a par rapport à une partition ou sur le jeu qu'on a avec les autres quand on fait de l'improvisation. Et ben ça c'est très rassurant, et donc là je reviens sur le mot de sécurité, c'est très sécurisant, c'est très robuste parce qu'une fois qu'on l'a pratiqué, après on peut le faire dans à peu près n'importe quel contexte, et on sait qu'il va toujours se passer quelque chose et qu'il y aura des surprises beaucoup plus joyeux. Et donc, à mon avis, pour le design, c'est une très belle école. Ça. Ouais, j'en adore. Trop bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais passer le relais dans cet épisode ou Eh ben, j'ai cité tout à l'heure Bernadette Benson-Vassan. À mon avis, ce serait une très belle personne à inviter. Donc, philosophe de la matière, qui a beaucoup d'expérience sur ces sujets-là et qui aura un regard très pluriel sur la matière. Avec joie, avec joie. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Hélène.